En ce jour anniversaire, il était normal d'accueillir Olivier Sosco qui s'intéresse lui aussi à Jules Verne. Et donc quand il n'est pas sur la route de l'ombre lunaire ou quand il ne se transforme pas en bêcheur d'étoiles, eh bien il s'intéresse à Jules Verne. Il se trouve que la lecture des romans de Jules Verne est une lecture qui m'a fasciné et c'est un auteur qui a pour moi un rôle très essentiel. La lecture des romans de Jules Verne m'a donné moi-même l'envie, ce qui a été le cas de beaucoup de personnes, de réaliser des voyages un peu à la Jules Verne, et que jusqu'à ces derniers mois, et je suis en train de préparer un nouveau grand voyage pour l'année prochaine, eh bien un certain nombre de mes voyages sont souvent de ce qu'on appelle une inspiration vernienne. Et ce qu'il y a d'assez étonnant quand on parle de Jules Verne, c'est que Jules Verne, qui est un auteur quand même d'un autre siècle, essentiellement du 19e siècle, même s'il est mort au début du 20e siècle, une grande partie de son œuvre date du 19e siècle, c'est un auteur qui est né, on en fête son anniversaire il y a 190 ans, et bien que c'est aujourd'hui encore l'auteur le plus traduit au monde, avec Agatha Christie. C'est l'auteur le plus adapté au cinéma. 300 films sont répertoriés, qui sont des adaptations plus ou moins lointaines, certes. On se rend compte que Jules Verne est vraiment très très présent aujourd'hui encore dans l'univers moderne cinématographique. Et Jules Verne également est un auteur qui aujourd'hui encore donne envie de se dépasser, de réaliser des voyages un peu particuliers. Si vous avez l'occasion d'interviewer des astronautes, des cosmonautes, des gens qui vont au pôle, qui vont dans les profondeurs sous-marines, qui font des voyages en ballon. Souvent, le nom de Jules Verne apparaît à un moment donné. C'est quand même assez extraordinaire que ce personnage, quand même, soit toujours aussi présent dans la vie contemporaine d'aujourd'hui. Il donne envie de se dépasser. Or, il se trouve que lorsque vous lisez du Jules Verne, eh bien, vous vous rendez compte que Jules Verne est tout d'abord un écrivain de la mer. Il y a 8 romans sur 10 chez Jules Verne qui nous parlent d'un monde maritime. Il y a 300 bateaux dans l'ensemble de l'œuvre de Jules Verne. Et Jules Verne maîtrise très très bien le monde maritime parce qu'il est né dans un port, à Nantes, un port fluvial et un port transocéanique, qui a totalement été nourri de cette ambiance portuaire de Nantes dont on a du mal à imaginer au jour d'aujourd'hui ce que c'était à l'époque de Jules Verne. C'était un truc complètement extraordinaire. Et Jules Verne a été lui-même marin. Quand je dis marin, c'est pas un marin professionnel, il n'est pas le héros de l'un de ses romans, c'est pas un personnage fantasque et romanesque, mais c'est un véritable passionné de la mer, d'une manière très sincère. C'est un amoureux de la mer, et il va avoir 3 bateaux successifs, qui s'appellent tous des Saint-Michel. Vous avez probablement entendu parler du Saint-Michel II, qui est le bateau qui a été reconstruit à Nantes par l'association Cal 2 de Lille, qui est souvent amarré dans le port de Nantes l'hiver et au port de Pornic, qui a été l'un des bateaux de Jules Verne. Et Jules Verne a énormément navigué. Alors, ce ne sont pas des très grands voyages, mais bon, il est tout de même allé jusqu'en mer Baltique, il est allé plusieurs fois en Méditerranée, et ça a été pour lui une source d'inspiration énorme, cet univers maritime. Et Jules Verne nous parle très très bien de toutes les questions de navigation astronomique, et c'est souvent assez amusant quand on lit 20 000 lieues sous les mers et bien d'autres romans, et bien de refaire le parcours indiqué par les coordonnées de latitude, de longitude, par les navigations astronomiques faites par ces héros, le parcours réalisé par ces héros à travers le globe terrestre. Je voudrais vous parler un petit peu de Jules Verne et Nantes. Jules Verne de Nantes. Alors c'est vrai que si on se promène à Nantes, Jules Verne est assez présent. Lorsque vous arrivez de la région parisienne, vous allez arriver normalement par le boulevard Jules Verne, qui est le plus long boulevard de Nantes, et vous allez passer à côté de la clinique Jules Verne. Et puis vous pourrez peut-être aller vous baigner non loin dans la piscine Jules Verne, qui est une des piscines les plus modernes de Nantes. Vous pouvez visiter le musée Jules Verne de Nantes, bien évidemment. Avec un peu de chance, vous verrez à un moment donné passer le tramway aux couleurs de l'univers des voyages extraordinaires de Jules Verne. Puis peut-être que le soir, vous aurez envie d'aller prendre un petit verre dans l'un des cafés branchés de Nantes, qui s'appelle César Cascabel, sur l'île Feydeau, qui est un café du soir plutôt assez connu à Nantes, de longue date. César Cascabel étant le nom
de l'un des héros de Jules Verne. C'est le titre d'un roman de Jules Verne, et c'est un café qui est situé seulement à 200-300 mètres du lieu de naissance de Jules Verne, et il y a plein d'autres lieux d'évocation de Jules Verne à Nantes. Vous avez notamment cette fresque qui est entre la place Royale et la rue du Calvaire, ce qu'on appelle les marches du Bon Pasteur. Ça, c'était le dessin original préparatoire de l'artiste. C'est une fresque qui est parfaitement visible aujourd'hui encore. Elle est assez intéressante parce qu'on peut un petit peu la décrire. On a une reproduction très fidèle de la signature de Jules Verne. Et puis l'artiste a voulu représenter ici un Jules Verne très âgé. Alors là, il faut imaginer que c'est vraiment le Jules Verne qui est vers la fin de sa vie. On est seulement 5 ans avant sa mort, grosso modo. Donc on est en 1900. Et c'est déjà le Jules Verne qui n'est plus du tout nantais. Alors, Jules Verne, il faut préciser, ce sont 3 villes. Il y en a toujours une que l'on oublie. La première ville, c'est Nantes. C'est une ville très importante, je le dis non pas parce qu'on est nantais, ou de la région nantaise, mais bien préciser que Jules Verne est né à Nantes, qu'il a vécu les 20 premières années de sa vie à Nantes, et on va voir combien cette atmosphère et tout ce qui va former Jules Verne à Nantes va nourrir son imaginaire par la suite. Mais il ne faut surtout pas croire qu'à 20 ans, lorsque Jules Verne part à Paris pour faire ses études de droit, il ne revient pas à Nantes, c'est tout le contraire, puisque sa vie est très liée à Nantes, on va dire jusqu'en 1887, jusqu'à la mort de sa mère, pour différentes raisons. Tout d'abord parce qu'il est très attaché à sa famille, donc il revient régulièrement à Nantes pour voir ses parents, son frère Paul, avec lequel il est également extrêmement attaché, et il n'est pas rare qu'il passe parfois 2-3 mois à Nantes, et il y a un certain nombre de romans de Jules Verne, parmi les plus célèbres, dont des chapitres particulièrement importants ont été écrits à Nantes ou à Chantenay. Chantenay, c'est aujourd'hui un quartier de Nantes, mais à l'époque c'était un village à côté de Nantes où la famille Verne avait une maison de vacances. Et puis surtout, Jules Verne va avoir son 3e bateau, un yacht absolument incroyable, de 38 mètres de long, 11 membres d'équipage, qui est un bateau qui a été construit à Nantes, pas à la demande de Jules Verne, mais qui a été construit à Nantes, et que Jules Verne va racheter, et dont il va faire de Nantes le port d'attache de ce yacht absolument incroyable, le Saint-Michel III, pendant 10 ans. Donc Jules Verne reviendra à Nantes régulièrement, à peu près chaque année, ne serait-ce que pour pouvoir réarmer le bateau, partir avec son navire pour faire ses grands voyages, etc. Donc le Jules Verne que vous voyez ici, c'est plus du tout le Jules Verne de Nantes, puisque lorsque sa mère meurt en 1887, c'est depuis 2 ans qu'il a vendu son bateau. C'est un Jules Verne qui a des problèmes de santé pour différentes raisons. Il commence à avoir des problèmes de finances aussi à cause de son fils Michel, ses livres se vendent moins bien également. Et là, c'est désormais un Jules Verne qui est amiénois, qui est sa 3e ville. Pourquoi Amiens? Tout simplement parce qu'il a épousé Honorine, qui est une jeune veuve amiénoise absolument ravissante, et c'est là l'origine de son histoire avec Amiens. Vous avez 2 lieux importants à visiter autour de l'univers de Jules Verne en France. Il y en a d'autres, 2 lieux principaux. C'est le musée Jules Verne à Nantes, et c'est la maison Jules Verne à Amiens, qui est absolument un lieu superbe également. Ce sont 2 lieux très complémentaires, et la tombe de Jules Verne est située à Amiens. La 3e ville, c'est la ville entre les 2 villes, c'est Paris, qu'il ne faut pas mésestimer, puisque Jules Verne va y vivre tout de même une bonne 25 ans environ, et c'est là qu'il va avoir ses premières publications, sa rencontre avec son éditeur, toute son œuvre théâtrale, puisque c'est d'abord un auteur de théâtre. C'est là qu'il va connaître le succès, donc c'est la ville des premiers succès pour Jules Verne, donc c'est également très important. Donc toujours à retenir que là, c'est plus le Jules Verne de Nantes que l'on a ici. Donc peut-être erreur sur la fresque. Élément très important, vous avez un magnifique bateau qui est dans le port de Nantes, ici. Alors là, c'est très pertinent, puisque ce bateau absolument superbe, ce 2 mâts que vous voyez ici, créé en goélette avec une machine à vapeur, eh bien c'est le bateau Jules Verne qui est représenté ici. C'est le Saint-Michel III, donc ça c'est extrêmement pertinent. Et puis vous avez 2 machines qui sont représentées ici, qui correspondent aux machines extraordinaires de l'œuvre de Jules Verne. Vous avez ici la machine du Maître du Monde, qui est à la fois une sorte de hors-bord, de sous-marin. C'est pas un avion, mais enfin voilà, c'est une machine volante. Voilà, c'est une sorte d'hybride assez incroyable. C'est le dernier roman de Jules Verne publié de son vivant.
Et puis vous avez ici l'Albatros, tout ça étant créé par un de ses héros qui est Robur le Conquérant, qui est un personnage récurrent. Et ici c'est une sorte d'hélicoptère, navire qui va faire un tour du monde dans les airs. Un autre élément, c'est ici, je ne sais pas si vous voyez très très bien, c'est ce qu'on appelle le pont transborder. Vous savez probablement qu'une des cartes postales de Nantes, toujours actuelle, puisque vous allez acheter des fois des cartes postales à Nantes, dans un magasin de souvenirs, il n'est pas rare de voir toujours une carte postale du pont transborder de Nantes, qui a pourtant été démonté dans les années 1950, mais qui fait partie toujours un peu de l'imaginaire collectif de Nantes. Et bien ce pont transborder, qui était un pont métallique, qui permettait aux ouvriers qui habitaient dans Nantes d'aller au chantier naval de Nantes, là où il y a aujourd'hui les machines, l'éléphant, etc., univers Travernien, entre parenthèses, et bien ce pont transborder est une machine absolument incroyable, que les Nantais regrettent toujours. D'ailleurs, il y a un projet qui prend un peu de l'eau, mais de nouveaux ponts transborder au-dessus de la Loire, qui est une machine très à la Jules Verne, mais que Jules Verne n'a jamais vue, puisque ce pont transborder est inauguré quasiment au moment où Jules Verne meurt. Voilà. Et ça fait depuis 20 ans que Jules Verne n'a pas remis les pieds à Nantes. Donc le pont transborder, Jules Verne l'a peut-être vu en photo, il y a des chances, tout au moins en construction, mais il ne l'a jamais connu. Donc ça, c'est une erreur, c'est pas le Nantes que Jules Verne a connu. Voilà. Bon, ça, c'est sur l'île Feydeau, mais ça c'est très symbolique le fait que Jules Verne soit né sur l'île Feydeau, parce que cette île Feydeau, quand on la regarde sur certaines vues aériennes, on se rend compte qu'elle ressemble quand même vraiment à une sorte de paquebot de pierre, assez incroyable, qui serait amarré à la ville de Nantes avec ses 4 ponts. On a vraiment la forme du bateau, enfin, c'est assez incroyable. On a l'impression que si on casse les ponts, on va rompre les amarres, peut-être cette île de pierre va glisser sur la Loire. Et Jules Verne est né précisément au milieu de cette île. Alors Jules Verne n'en a jamais parlé de cette évocation, mais c'est amusant de constater que ce paquebot de pierre, cette île potentiellement instrument de voyage, avec un peu d'imagination, eh bien, c'est une idée finalement qui va être très présente dans l'œuvre de Jules Verne, puisqu'on retrouve dans beaucoup de romans de Jules Verne l'idée de l'île flottante, instrument de voyage. Alors on peut citer différents exemples. Il y a le roman La Jangada, qui n'est pas le roman le plus connu de Jules Verne, un roman très intéressant, qui est une traversée de toute l'Amazonie sur un gigantesque radeau qu'on appelle la jangada, c'est un type de radeau donc en Amazonie. Et sauf que là, c'est une jangada absolument gigantesque, sur lequel toute une population va s'installer, avec la constitution d'un petit village. Il y a même une sorte de chapelle, de petite église que l'on voit ici. Et donc c'est vraiment une véritable île qui devient un instrument de voyage avec son petit village, une sorte d'île Feydeau, voilà, ce radeau de bois, qui va devenir un instrument de voyage pour traverser toute l'Amazonie. Vous avez le roman Le Pays des qui peut nous faire penser à l'île Feydeau, mais alors là, d'une manière assez incroyable. C'est le roman L'île à Illis. C'est un roman peu connu là aussi, où Jules Verne imagine que de richissimes milliardaires américains, ça a beaucoup d'actualité au jour d'aujourd'hui, font construire une île artificielle sur des caissons flottants métalliques munis de moteurs hyper puissants qui permettent de diriger donc, cette île artificielle qui fait, je crois, 40 hectares, hein, même plus, je ne sais plus, chose absolument énorme. Donc, il y a vraiment un instrument totalement maîtrisable de déplacement sur les mers, sur lequel on construit. Jules Verne, en réalité, on se rend compte qu'il est souvent très très critique quand même sur le pouvoir de l'argent, sur une mauvaise utilisation de la technique. On se rend compte que toutes les machines extraordinaires dans l'œuvre de Jules Verne sont toujours détruites à la fin. Que ces concepteurs sont quand même, sinon fous, tout au moins des gens parfois un peu particuliers, souvent un peu mégalomanes, et qu'on est vraiment sur une réflexion de la part de Jules Verne qui est le progrès, oui, merveilleux, mais attention à une mauvaise utilisation de ce progrès. Donc ça, c'est un thème qui est très très présent, extrêmement récurrent dans l'œuvre de Jules Verne, qui n'est pas automatiquement l'image que l'on a instinctivement de Jules Verne, où l'on en fait un prophète de la technique, de la science, etc. Jules Verne est souvent assez critique, voilà, et nous met en garde sur une mauvaise utilisation de la technique. Autre élément, mais que vous avez certainement vu aussi, Jules Verne n'a rien inventé, ce qui n'enlève rien à son génie, à une exception près, peut-être,
qui serait cette espèce d'hologramme bizarre dans le château des Carpates. On ne sait pas d'où Jules Verne tire cela. Mais sinon, Jules Verne n'a absolument rien inventé, ce qui n'enlève absolument rien à son génie. Jules Verne est un passeur de science, il est très au courant des inventions techniques de son époque, et ce qu'il imagine, eh bien, ce sont des machines que la technologie de son époque ne permettait pas encore d'appliquer d'une manière parfaite. Exemple, le sous-marin. Le sous-marin existe à l'époque de Jules Verne, mais on est vraiment dans une technologie très balbutiante, non maîtrisée, même si les inventions, les brevets sont là, on ne maîtrise pas encore. Et Jules Verne imagine, par exemple, un sous-marin fonctionnant de manière parfaite. Et qu'est-ce qui pourrait se passer avec ça? Voilà. Donc c'est ça, il est romancier d'anticipation. C'est ça qui est très très intéressant chez Jules Verne. L'univers de Nantes, alors, je ne sais pas si ce sont des choses que vous avez énormément abordées, mais c'est très très difficile au jour d'aujourd'hui de se représenter ce qu'était le Nantes de l'époque de Jules Verne. C'est très paradoxal parce qu'une grande partie des immeubles sont toujours là, ont été reconstruits en partie à l'identique malgré les bombardements, quai Brancas, la place Royale, une partie de la place Verdun, etc. Ça, tout ce que vous voyez ici est présent. Rien n'a bougé, sauf un élément un peu essentiel, c'est l'eau, la Loire et l'Erdre. Ce que vous voyez ici, c'est le cours des 50 otages. Là, c'est l'arrêt de tramway commerce, le cours des 50 otages. Ça a un peu changé quand même, voilà. Pourtant, rien n'a changé. Vous plaquez la photo au jour d'aujourd'hui devant la vue ou exactement au même endroit. Tous les immeubles sont exactement là, sauf que l'atmosphère n'est plus du tout la même, bien évidemment. Jules Verne, il va vivre 12 ans dans cet immeuble que vous voyez ici, à cet étage-là, jusqu'à l'âge de 12 ans. Et ensuite, il va habiter au 6 rue Jean-Jacques, c'est-à-dire la rue Jean-Jacques Rousseau, mais à Nantes, tout le monde dit que la ville de Nantes, et on a du mal à l'imaginer au jour d'aujourd'hui, vit totalement autour de son port. Le poumon, le cœur de la ville, à cette époque-là, c'est le port de Nantes. Et il est révélateur de constater que chaque fois que Jules Verne nous parlera de Nantes, lorsqu'il deviendra plus âgé, célèbre, etc., qu'il parlera de ses souvenirs d'enfance, notamment dans un texte dont je vous parlerai ensuite, eh bien Jules Verne ne nous parle jamais de la cathédrale, il ne nous parle jamais du château des Ducs de Bretagne, il ne nous parle jamais du passage Pommeraye, pourtant il l'a très bien connu, parce qu'il est construit à son époque. Non, de quoi il nous parle? C'est toujours centré sur le quai de la Fosse, sur le port, sur la Loire, sur les bateaux. Et ça, c'est très révélateur. Et on se rend bien compte que le port de Nantes, c'est vraiment le cœur autour de laquelle la ville de Nantes vit véritablement. Ces industries sont tournées autour du port. Tout est véritablement tourné autour de, économiquement parlant, et au niveau de l'âme de la ville. Lorsque le grand... Voilà, alors ça c'est quand Jules Verne, sur Saint-Michel 3, là on est dans les années 1870, 1880, on a les bateaux à vapeur, etc. C'est la grande époque de navigation de plaisance aussi, où Nantes joue un rôle au niveau national extrêmement important. Mais voilà, c'est tout comme les Russes, sont complètement fascinés depuis le 19e siècle par Jules Verne et par son œuvre. Au point même qu'un certain nombre d'Américains sont persuadés que Jules Verne est américain. Il suffit de 1990, eh bien, un grand journal de Boston, aux USA, va demander à Jules Verne d'écrire pour leurs lecteurs les sources, la genèse des voyages extraordinaires de Jules Verne, c'est-à-dire de l'œuvre romanesque de Jules Verne. Et Jules Verne va se prêter au jeu, il va écrire en français, il n'écrivait pas en anglais. Il va écrire en français, il va envoyer son manuscrit qui sera traduit. Pendant très longtemps, ce texte sera inconnu en France, il ne sera redécouvert que dans les années, je crois, 1960. Et vous envoyez ici le texte original, et je ne vais pas vous en lire les extraits, sauf si vous me le demandez, mais c'est véritablement un amour de ce port de Nantes, de cette atmosphère maritime qui est décrite par Jules Verne dans ce texte. Il exprime véritablement combien cette circonstance, comme il le dit, d'être né à Nantes, a été pour lui la source d'inspiration de l'univers de ses romans. À l'époque de Jules Verne, peinture de Jean Bruno, qui est un peintre nantais aujourd'hui décédé, qui nous met voilà, cette atmosphère de Jules Verne dans le port de Nantes. Voici ce port de Nantes, voilà, dans les années 1840, voilà, quand Jules Verne a 12 ans. Alors le port de Nantes à cette époque-là, c'est le premier port de pêche
à la baleine de France. Cette question de la pêche à la baleine est très présente dans l'univers de Jules Verne. Et très étonnamment, Jules Verne prend position contre la pêche intensive à la baleine. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un discours écologique, que l'on retrouve régulièrement dans l'œuvre de Jules Verne, où par exemple le capitaine Nemo, dans 20 milieux sous les mers, va brutalement arracher de la main du harponneur Ned Land, qui est lui un chasseur qui, dès qu'il voit une baleine, va absolument la tuer tout de suite. Et le capitaine Nemo, violemment, lui arrache son harpon, en disant « Mais pourquoi tuer cette baleine? On n'en a pas besoin en ce moment. » Et Ned Land ne comprend pas, c'est un chasseur, il voit un cétacé, il veut le tuer, et le capitaine Nemo est contre, mais si vous continuez comme cela, il n'y aura plus de baleine à un moment donné. Et ça, c'est quelque chose qu'on... Voilà, ça c'est Jules Verne. À gauche, avec son frère Paul. Paul, qui est 1 an plus jeune, va jouer un rôle assez important dans sa vie. Paul est devenu capitaine de Monaco, etc. Et ça, c'est la maison de Chantenay, que l'on voit ici. C'est une maison qui existe toujours, mais complètement défigurée, malheureusement. Qui est pourtant une maison d'écrivain, puisque 20 milieux sous les mers a commencé à être imaginé et conçu dans cette maison. C'est quand même pas rien. Elle est omniprésente à Nantes, à l'époque de Jules Verne, pour plusieurs raisons. D'abord parce que Nantes est un port maritime, avec des bateaux transocéaniques qui remontent jusqu'au port de Nantes. Il y a les 3 mâts qui sont bien là à Nantes, dans le port au XIXe siècle. Il y a des capitaines au long cours. La ville de Nantes vit autour de cette question du commerce maritime. La marée est parfaitement sensible dans le port de Nantes, si vous vous promenez sur le quai de la Verne. Eh bien, aller au bord de la mer n'est pas si simple que cela. Faire ces 40 km, et Jules Verne devra attendre l'âge de 12 ans, il est dans une petite famille bourgeoise, donc à 12 ans, voilà, il peut le faire, avec ses parents, pour prendre un bateau à vapeur, pour descendre la Loire, et aller jusqu'à Saint-Nazaire. Et la première chose, elle a nourri son imagination, cet océan a nourri ses fantasmes, cet océan qui est omniprésent à Nantes, et qui est à la fois absent. C'est intéressant de constater combien la mer, l'océan, cet amour de la mer, vous avez peut-être lu des passages du capitaine Nemo qui a une expression extraordinaire sur cet amour de l'élément maritime, est bien véritablement totalement lié à la vie de Jules Verne. Et cette présence et absence à la fois dans le port de Nantes est intéressante dans la genèse des voyages extraordinaires. Alors il y a le succès à l'époque de Jules Verne, il y a le succès aujourd'hui, qui n'est pas du tout le même. On ne peut pas dire que Jules Verne est énormément lu au jour d'aujourd'hui, pourtant son nom est extrêmement connu. J'ai envie de répondre à l'époque de Jules Verne, qu'est-ce qui a fait son succès? Jules Verne en fait a inventé un genre littéraire, qui est le roman de la science, qui à l'époque est une totale nouveauté. Eh bien Jules Verne va utiliser, comme l'a dit Émile Zola, la science en drame. C'est-à-dire que la science va devenir un acteur à part entière dans son œuvre romanesque, et il crée un genre qui est le roman de la science. Et ça va totalement fasciner le public. Pourquoi ça va le fasciner? Le premier roman de Jules Verne, c'est 5 semaines en ballon. Et 5 semaines en ballon, c'est une traversée de l'Afrique totalement incroyable à bord d'un ballon, qui va permettre d'essayer de découvrir les sources du Nil, qui est une grande question géographique de l'époque, et qui va permettre de traverser l'Afrique de Zanzibar jusqu'à la côte occidentale. Et les lecteurs de ce roman, en 1863, sont complètement fascinés par le fait qu'on dirait que c'est un voyage réel. D'ailleurs, il n'y a pas écrit roman sur la couverture. Il n'y a pas de gravure, c'est un tout petit format. Jules Verne n'est pas du tout connu, sauf en tant qu'auteur de théâtre à l'époque. Et certains lecteurs vont écrire à l'éditeur en demandant mais est-ce que le docteur Ferguson, dont il est question dans l'ouvrage, est-ce qu'il a existé, oui ou non? Est-ce que c'est réel cette aventure? Parce que Jules Verne est tellement précis qu'on a l'impression que c'est réel. Et c'est la force de Jules Verne, c'est de jouer sur une réalité, sur des sources. Jules Verne se documente énormément. Il n'est pas allé dans cette partie de région de l'Afrique, mais il s'est énormément documenté. Il a lu les textes de beaucoup de géographes, d'explorateurs, c'est un passionné de géographie. Et Jules Verne se sert d'une trame réelle pour imaginer une aventure. En quoi Jules Verne est-il un auteur engagé?
Alors, ce n'est pas un homme engagé en tant que tel, dans le sens qu'à aucun moment Jules Verne ne s'est engagé politiquement dans des grandes questions politiques publiques de son temps. L'affaire Dreyfus, la Commune, la République, la royauté, enfin, voilà, toutes ces grandes questions de l'époque. Donc il y a le Jules Verne de la vie privée, qui n'est pas engagé politiquement. Et puis il y a le Jules Verne auteur, où à travers ses héros, on peut retrouver, sinon un engagement, tout au moins une continuité politique. Cette continuité, c'est un peu se diviser, se symboliser en deux mots, liberté, indépendance. Ce sont les deux mots chéris du capitaine Nemo. Liberté, indépendance. Et ça, ce sont les deux mots que l'on retrouve dans l'ensemble de l'œuvre de Jules Verne. Ça veut dire liberté des peuples, ça veut dire émancipation des peuples, droit de disposer des peuples par eux-mêmes, combat contre l'esclavagisme. Quel est le projet des voyages extraordinaires? Alors, le projet des voyages extraordinaires, il est donné par Jules Verne, et pour être honnête aussi par son éditeur. Il est probable que l'idée de créer le cycle des voyages extraordinaires dans les mondes connus et inconnus, tous les romans de Jules Verne quasiment sont publiés dans ce cycle romanesque, des voyages extraordinaires, il est probable que l'idée de créer un cycle, ce soit une idée de l'éditeur. Ce qui n'enlève rien là aussi au côté génial de Jules Verne. Mais c'est bien ça une idée d'éditeur, c'est-à-dire une idée commerciale, de dire, il voit bien qu'il a là un auteur qui a une capacité d'imagination, de voyage fantastique, enfin il voit bien, on va imaginer un cycle romanesque. L'objectif de ce cycle romanesque, qui va être, écrit-il en 1866, d'entraîner tous ses lecteurs par des successions de romans dans toutes les parties des mondes connus et inconnus, dans les profondeurs de la mer, dans les profondeurs de la terre, sur tous les continents, dans les airs, dans l'espace, jusqu'aux limites des mondes inconnus, et de raconter l'histoire de l'univers. Ce que va faire Jules Verne en 62 romans, 18 nouvelles, ce qui fait le chiffre magique de 80 romans et nouvelles. Quelle est la place des femmes dans les romans de Jules Verne? La première réponse, ce serait de se dire, oh ben, il n'y a pas de femme, ou la femme est absente. Il est vrai que dans les premiers romans de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre, Voyage et aventure du capitaine à terrasse, de la Terre à la Lune, autour de la Lune, la femme est vraiment absente. On a une lettre de Jules Verne à son éditeur dans cette époque-là, où l'éditeur de toute évidence demande à Jules Verne, ce serait bien de mettre ce que l'éditeur dit, un mot du cœur, c'est-à-dire un petit peu de piment quand même. Et Jules Verne répond qu'il a beau se tortiller dans tous les sens, il n'y arrive pas à le mettre ce mot du cœur, c'est pas du tout son truc, sinon il y serait depuis bien longtemps. Mais Jules Verne, il va évoluer. Il va évoluer et il va réussir à trouver une place à des femmes qui vont prendre une place de plus en plus importante, au point qu'on a un certain nombre de romans de Jules Verne, dont le héros principal, ou un des héros principaux, est une femme. Je vais en citer trois, par exemple. C'est Le Rayon Vert, le roman Le Rayon Vert, qui est un superbe roman, dont le héros principal est une jeune femme, qui a 17 ans, Helena Campbell, que ses oncles tuteurs veulent marier, sauf qu'ils veulent la marier à un personnage qui lui plaît absolument pas. Vous imaginez la question du mariage à l'époque, hein, c'est une question sociale très importante, et c'est un petit bout de bonne femme qui est bien têtue, qui n'a pas envie de se faire diriger, et elle a trouvé une superbe astuce suite à une lecture dans un article de presse. Elle dit je ne songerai à me marier que lorsque j'aurai vu Le Rayon Vert. Ses oncles tuteurs, comme vous, demandent mais qu'est-ce donc le rayon vert? Et il explique, mais le rayon vert, c'est le dernier moment où le soleil, en se couchant ou en se levant, au moment où il touche la ligne de l'horizon, idéalement la ligne de l'horizon de la mer, et bien au moment où il va disparaître, et bien si les conditions atmosphériques sont parfaitement pures, suite à des lois de la réfraction de la lumière, etc., on va voir non pas un petit lumière rouge ou jaune, on va voir un flash vert, et d'un vert dont Jules Verne nous dit qu'aucun peintre n'est capable de en redonner
la couleur. Merci beaucoup, Monsieur Sosmo, pour vos réponses. Merci. Merci.